En France, on est des centaines de milliers à avoir grandi entre deux mondes. Avec des origines tunisiennes, une culture héritée par fragments, une langue qu'on comprend sans toujours oser la parler et un pays qu'on appelle le bled, sans vraiment y avoir vécu. On nous appelle les binationaux, les franco-tunisiens. Mais soyons honnêtes, qui parle vraiment de nous ? Qui prend le temps de comprendre ce qu'on vit ? D'un côté, on est classé comme Tunisien résidant à l'étranger, comme si on avait juste déménagé. De l'autre, on est rangé dans la catégorie des immigrés, ou enfants d'immigrés, même quand on est né ici, en France. Résultat, notre réalité échappe à tout le monde, y compris à nous-mêmes parfois d'ailleurs. Ce flou, ce tiraillement, cette impression d'être à la fois trop et pas assez, je l'ai ressenti moi aussi. Et j'ai fini par comprendre que c'était pas juste un sentiment personnel, c'est un vrai sujet collectif. Alors aujourd'hui, dans ce tout premier épisode, on va prendre le temps de poser les bases. Qui sommes-nous, nous, les binationaux ? Qu'est-ce qui fait notre singularité ? Pourquoi est-ce si important qu'on ait enfin une voix à nous ? C'est ce que je vous propose qu'on voit aujourd'hui. C'est parti. Avant de parler de ce qu'on ressent, des tiraillements, des frustrations ou des ruptures, j'aimerais qu'on commence par une chose très simple, presque basique, mais nécessaire. Qui sommes-nous ? Nous, les binationaux. Parce qu'on utilise souvent les mêmes mots, diaspora, TRE, franco-tunisien, mais derrière, il y a des réalités bien différentes. Alors on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Le problème, c'est qu'en tant que Tunisien de l'étranger, notre contribution au pays, elle est souvent réduite ou vue par le prisme de notre apport économique. Que ce soit les transferts d'argent à la famille ou la contribution au tourisme à l'occasion des retours du bled, des retours au bled l'été. De fait, on est simplement classé, sans distinction, dans la catégorie des TRE, donc Tunisiens résidant à l'étranger, ou juste Tunisiens de la diaspora. Même si c'est pas faux en soi, le fait qu'en tant que binationaux, on soit assimilé à tous les Tunisiens de l'étranger ne tient pas compte de notre spécificité, de nos problématiques particulières qui sont vraiment propres à notre situation quand on a grandi loin de la Tunisie. On ne peut pas vraiment, par exemple, assimiler un Tunisien qui a grandi en Tunisie, qui en maîtrise parfaitement la langue, en a tous les codes, qui est un immigré première génération en fait, avec un binational qui a grandi à l'étranger et qui connaît la Tunisie qu'à l'occasion des retours au bled et pendant quelques semaines d'été. J'ai moi-même d'ailleurs expérimenté quand je voulais évoquer des questions très spécifiques, des questions identitaires avec mes parents. Ils n'avaient pas nécessairement de bonnes réponses ou vraiment des réponses pertinentes à m'apporter parce que eux n'avaient pas mon vécu. En fait, eux n'ont pas vécu la situation dans laquelle je suis, le fait de grandir ou d'avoir grandi donc à l'étranger et d'être comme ça partagé entre deux cultures. Donc eux, cette question identitaire, finalement, ils ne l'ont jamais eue. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas forcément de réponse, ils n'avaient pas forcément de réponse à m'apporter. Eux-mêmes, ils ont dû dealer avec leurs propres défis, on est d'accord. L'intégration, le racisme, subvenir aux besoins de la famille, tout simplement. Mais ils n'ont pas eu les mêmes problèmes que nous, parce qu'ils n'ont jamais eu à se poser justement toutes ces questions identitaires. Ou en tout cas, pas de manière aussi intense que nous, on pourrait le faire. Mais ça, on y reviendra après. Alors, quand je parle de nous, binationaux, je parle pas forcément de situation administrative. Genre, j'ai un passeport français et un passeport tunisien. Ceux que j'identifie comme des binationaux, ce sont en fait tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont des origines tunisiennes, un lien profond avec la Tunisie, mais ont grandi ou vivent ailleurs. Ça regroupe une certaine diversité de cas, on est d'accord. On peut être directement des enfants issus de parents tunisiens, tel que c'est mon cas. On peut être issu de parents de nationalité mixte, dont un seul est tunisien. On peut être français sur le papier, mais tunisien de deuxième, voire de troisième génération, etc. Donc, la binationalité, ça regroupe un certain nombre de cas. Donc, je ne parle pas ici donc, de binationalité administrative. Il faut absolument faire le distinguo. Et par ailleurs, j'exclus absolument personne. C'est un podcast qui parle de la Tunisie. Et du coup, quelque part, ce qui nous unit, c'est notre proximité, notre lien, l'amour qu'on peut porter à la Tunisie. Quand bien même, on n'aurait pas de racines familiales tunisiennes. Vous pouvez être francophone,
simplement amoureux de la Tunisie et vous retrouver dans mes propos. Vous pouvez être conjoint ou conjointe d'un Tunisien, par exemple, et aimer profondément ce pays. Donc, sachez que mes propos ne vous excluent pas. Bien au contraire, tout le monde est le bienvenu. Notre objectif, ici, c'est de bâtir une belle communauté autour de notre lien à la Tunisie. Mais forcément, moi, je parle de la Tunisie à travers mon propre prisme, à travers mon regard, qui est celui d'un binational, c'est-à-dire un Tunisien né de parents tunisiens et qui a grandi en France. Alors, je ne pouvais pas commencer ce podcast sans vous parler donc de ma propre histoire. Me concernant, moi je suis né en Tunisie, mais je suis arrivé en France à l'âge d'1 an. Donc je n'ai pas connu la Tunisie pour ainsi dire, mais administrativement je suis arrivé tunisien. Donc typiquement j'ai grandi en France et j'ai été élevé au bon grain de la République française si je puis dire. Et j'ai ensuite acquis la nationalité française sur le tard, parce qu'il faut savoir que dans mon cas, n'étant pas né en France, eh bien à 18 ans, j'ai eu une carte de séjour valable 10 ans. Et ça, je peux vous dire, ça a été ma première confrontation avec la réalité un peu brutale que peuvent vivre tous ceux qui sont d'origine étrangère et qui peuvent parfois se sentir un petit peu stigmatisés. Mais ça, c'est un autre débat. Donc il m'a fallu faire un certain nombre de démarches pour acquérir la nationalité française. Et donc concrètement, moi, si on se base sur les statistiques, je suis considéré comme un immigré première génération, au même titre que mes parents, puisque je ne suis pas né sur le territoire français. Et vous voyez bien que ce n'est pas du tout le cas, puisque étant arrivé à l'âge d'1 an, effectivement, moi je n'ai rien connu d'autre que la France. J'ai grandi en France. Ceci étant dit, malgré tout, pour vous donner un repère et pour vous faire une idée donc de la taille que représente notre communauté, j'aimerais qu'on essaie de se situer justement en tant que communauté à travers quelques chiffres. Combien on est réellement ? Alors, je vais vous donner quelques chiffres officiels, mais qu'il faut prendre comme une info indicative, une tendance plutôt qu'une vérité absolue. Parce que ces chiffres sont souvent biaisés. Tout simplement parce qu'ils sont basés sur des données consulaires, c'est-à-dire des chiffres remontés par les divers consulats en France, dont le but n'a jamais été de faire des statistiques. Donc c'est pas forcément fait avec une grande rigueur. Par exemple, on peut trouver un identifiant consulaire unique pour tous les membres d'une même famille. Ou au contraire, parfois on peut trouver des doublons, c'est-à-dire des personnes enregistrées plusieurs fois. Donc vous voyez, on n'est pas dans la rigueur absolue. Ensuite, il faut savoir que dans notre communauté, il y a des catégories qui ne sont pas ou faiblement immatriculées dans les consulats. C'est-à-dire qu'elles ont bien des origines tunisiennes, mais si elles n'en demandent pas le passeport ou si elles ne font aucune démarche, le consulat ne sait même pas qu'elles existent. Ce sont par exemple les immigrés, les Tunisiens de 3e génération, dont on estime que 10% d'entre eux ne seraient pas immatriculés du tout. Et enfin, il y a les enfants de parents mixtes, c'est-à-dire qu'un seul des parents est tunisien et qui, eux également, effectivement, sont très très peu recensés. Donc voilà, ce sont des chiffres que je vais vous donner, mais qui restent une indication, mais globalement, on peut dire que c'est quand même sous-estimé et que notre communauté est encore plus grande que ça. Alors, concrètement, selon l'OFII, qui est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, on serait environ 770 000 Tunisiens en France. Et dans ce chiffre, on estime qu'environ les 2/3 auraient la double nationalité, donc franco-tunisienne. Donc concernant les binationaux, on parle d'une communauté de plus de 500 000 personnes. Vous voyez, c'est pas rien, on parle d'un demi-million de personnes, et ça c'est au bas mot, parce que concrètement, on pense que c'est quand même sous-estimé, et effectivement, derrière, il y a toutes les problématiques de sans-papiers, etc., etc. Donc vous voyez, la communauté tunisienne, voire binationale, elle est quand même conséquente. Et pourtant, concrètement, on est invisible, si on regarde bien. Dans le sens où, en France, comme on est noyé dans des catégories qui, certes, nous correspondent aussi, mais sont beaucoup plus larges. On va parler des Maghrébins, des Arabes, les immigrés, la diaspora, voire les musulmans. Mais donc, effectivement, on va appartenir à tous ces groupes, on va appartenir à toutes ces grandes familles. Mais reflète pas nos préoccupations et ce que l'on est réellement, nous, en tant que franco-tunisien ou en tant que binational, ou en tant qu'individu qui cherche à se reconnecter à ses racines.
Donc moi, c'est un peu ce qui m'a motivé, si vous voulez, c'est un peu ce qui m'a amené à vouloir en parler, à vouloir diffuser un message qui va dans ce sens pour essayer de donner une voix justement à cette communauté de binationaux tunisiens qui n'ont pas vraiment de lieu pour faire passer leur message et parler de leurs préoccupations. Et on n'a même pas de communauté en soi. Et ça, on y reviendra dans une deuxième partie. Donc maintenant qu'on a posé les bases, qu'on a compris qui on est, plutôt comment on est perçu, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans la complexité des questions identitaires que nous, on peut se poser. Parce que dans notre cas, c'est pas juste une histoire de papier ou de double culture, comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi et surtout une expérience intime, parfois même instable, qui est souvent silencieuse. C'est quelque chose qu'on règle avec nous-mêmes, qu'on n'ose même pas aborder, puisque comme je vous avais dit tout à l'heure, on a même du mal à l'aborder avec nos parents, parce que nos parents, finalement, ne nous comprennent pas. Eux sont immigrés de première génération. Alors, peut-être que les enfants d'immigrés de deuxième génération, effectivement, dont les parents ont grandi en France, eux, ils ont un petit peu plus d'échanges avec leurs parents, parce que finalement, leur situation est similaire. Mais nous, concrètement, on n'a pas vraiment de groupe ou de communauté à laquelle se référer pour parler de nos problèmes à nous, et surtout quand ils sont d'ordre identitaire. Mais c'est aussi là que tout devient intéressant. Alors, concrètement, ce qu'on peut dire, c'est que nous, en tant que binationaux, au sein de notre communauté, on peut distinguer 3 grands profils. Il faut bien imaginer que nous, durant notre vie, on est en réalité on peut distinguer 3 grands profils identitaires qui se dégagent. D'accord ? C'est comme si on était sur un fil, et que si on bascule d'un côté, on va basculer du côté français, et si on bascule de l'autre, on va basculer du côté tunisien de notre identité. Mais concrètement, la majeure partie de notre vie, on va cheminer sur un fil un petit peu étroit. Au gré des événements, on va avoir tendance à aller plutôt d'un côté, plutôt de l'autre, et parfois ne jamais vraiment choisir. Donc, dans les groupes, effectivement, si on devait donc se classer dans notre communauté de binationaux, on va trouver ceux qui ont coupé le lien avec la Tunisie. Dans la première catégorie, ils ont grandi en France, ils ont une culture française, ils ont coupé les liens avec la Tunisie, c'est-à-dire qu'une fois que ils ne rentraient plus au bled avec leurs parents, ils ont basculé totalement du côté français. Et donc, dans cette catégorie de gens-là, on va trouver des gens qui, effectivement, cheminent tranquillement dans leur vie, ont un conjoint qui est français, ou en tout cas qui n'est pas tunisien, et sont totalement assimilés, et se considèrent vraiment, concrètement, 100% français, et ils n'ont pas l'appel de leurs racines, quoi. C'est pas quelque chose qui leur parle, ou la Tunisie, ils la regardent de loin, quoi. C'est le bled de leurs parents, quoi. Donc ça, c'est la première catégorie, ceux qui ont basculé totalement du côté français. Ensuite, il va y avoir une deuxième catégorie, évidemment, c'est ceux qui basculent totalement du côté de leurs racines tunisiennes. Et parfois, donc, de manière assez violente, ça peut être carrément accompagné d'un retour au pays. Et dans cette catégorie, on assiste vraiment à des changements spectaculaires. Vous allez voir, on va y revenir après, ça peut être vraiment très spectaculaire. Et la troisième partie, le troisième profil qu'on trouve donc dans notre communauté, c'est ceux qui sont en équilibre précaire, qui sont toujours entre les deux, qui ont parfois un manque, mais n'ont pas encore vraiment réussi à identifier est-ce que je suis plus un Français, est-ce que je suis plus un Tunisien, ou alors qui se sentent un petit peu 100% les deux, ils arrivent à tenir un équilibre. Ils arrivent à tenir cet équilibre sans vraiment basculer dans un camp ou dans un autre. Est-ce que c'est une bonne chose ? Pour être tout à fait honnête, je sais pas. Peut-être quelque chose qu'on va voir, qu'on va, j'espère, dans ce podcast, pouvoir effectivement échanger avec un psychologue, quelqu'un qui sera spécialiste, en tout cas, de la question identitaire, pour pouvoir savoir si c'est possible de vivre toute une vie en équilibre comme ça entre deux cultures. En tout cas, moi, c'est l'image que j'ai. C'est comme si toute notre vie, on était comme ça, en équilibre sur un fil. C'est comme si on marchait sur un fil étroit. Et qu'au gré de nos expériences de vie, l'environnement dans lequel on a grandi, notre environnement social, ou parfois même un détail qui peut paraître anodin, mais qui va déterminer le côté duquel on va tomber, soit du côté français, soit du côté tunisien de notre identité. Et puis tant que finalement il n'y a pas d'événement déclencheur, on va continuer à cheminer sur ce fil étroit,
sans vraiment avoir à choisir. Et parfois, l'événement, ou un événement, une prise de conscience ou une expérience va nous faire, effectivement, comme je vous disais, basculer. Ça peut être une véritable claque. Et j'en ai un exemple très parlant. C'est celui de Lotfi Hamadi, que vous connaissez peut-être. Je vais vous faire écouter un extrait d'un reportage de TV5 Monde. Je propose qu'on l'écoute maintenant. On y revient tout de suite. Il y a 4 ans, la révolution a sonné pour lui comme un réveil. Un matin, je vais au Starbucks pour petit déjeuner. Et je lis les informations et je découvre que Ben Ali est parti. Et là, bizarrement, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais, je ne pouvais pas me contrôler. Je pleurais, je ne comprenais pas pourquoi. Et je suis resté, j'ai pris 2 jours de pause. Je voulais comprendre ma réaction et au final, c'était juste le sang qui avait parlé, quoi. J'ai voulu taire cet amour que j'avais pour la Tunisie depuis toujours et que je pensais avoir oublié. Et cet événement, finalement, a réveillé ce lien qui me rattache à ce qui reste ma terre natale, quoi. Alors, vous voyez, c'est frappant. Lotfi Hamadi, donc, est le fondateur de l'association Wallah Weekend. C'est une asso qui est devenue une ONG aujourd'hui, dont l'objectif est de répondre aux problématiques sociales liées à l'enfance à travers diverses actions, notamment la rénovation et la construction d'écoles et la mise en place de projets de développement liés à l'enfance et notamment dans les zones défavorisées. En tout cas, ce qui construit en Tunisie, c'est assez spectaculaire. Il a fait un travail de dingue au niveau social et c'est une vraie voix, c'est une vraie personnalité de la société civile tunisienne. Et donc, vous voyez, lui qui était totalement parti ailleurs, il n'avait plus rien à voir avec la Tunisie. Imaginez, il a grandi en France, il est parti vivre au Canada et c'est au Canada qu'il a pris cette claque. Il s'était voilé la face sur son identité tunisienne. Et des fois, ça peut nous revenir comme ça, en pleine figure, et puis ça peut être assez violent. Et ce qui est génial, dans son cas, c'est qu'il a réussi à transcender ce tsunami identitaire pour en faire quelque chose d'absolument fabuleux, qui est son association, et qui vient en aide à des milliers d'enfants. Et ce que dit Lotfi, ça me parle profondément. Parce que ce déclic, je l'ai vécu moi aussi. Pas de la même manière, bien sûr, c'était plus diffus, mais avec la même intensité. Et dans mon cas, c'est arrivé après un événement assez douloureux, puisque c'était après le décès de mon père. Mais on y reviendra, je vous en parlerai un petit peu plus longuement. Et comme il l'exprime, lui, parfaitement dans son témoignage, il n'avait même pas conscience du flou identitaire dans lequel il était. Il pensait même plus avoir d'attache avec la Tunisie. Et il décrit bien le choc d'ailleurs qu'il a vécu avec les larmes qui ont coulé sur son visage en regardant ce reportage, alors que finalement ça aurait pu être vécu comme un événement totalement anodin. D'ailleurs, j'imagine que pour beaucoup d'autres binationaux qui ont assisté, on a tous regardé ces événements-là à la télé, aux infos, pour certains, pour beaucoup en tout cas, ça a été un non-événement, un truc qui n'allait rien changer à leur vie. Donc on voit bien que parfois, la prise de conscience identitaire, elle peut nous frapper en plein visage, sans même qu'on ait conscience d'avoir un problème identitaire. Et mon avis personnel, c'est que c'est comme ça qu'on peut voir émerger donc une crise identitaire un peu silencieuse chez certaines personnes qui font le mauvais choix. Pas forcément consciemment. Attention, je ne suis pas en train de blâmer, en fait, parce qu'on est tous en train de dealer, nous, binationaux, avec nos problèmes identitaires. Mais tout simplement parce que, voilà, le rythme de vie, le quotidien, les habitudes, et puis, voilà, on avance dans la vie, on a des objectifs, travail, famille, etc. Et puis, il n'y a pas vraiment d'événements spécifiques ou éventuellement, voilà, par exemple, un travail psychologique qui est venu nous faire prendre conscience qu'il y avait peut-être un conflit intérieur en nous. Et donc, cette espèce de petite crise identitaire, ce flou, en tout cas ce flou identitaire, il tourne un petit peu en nous, en toile de fond, mais de manière silencieuse. Et du coup, je pense que certaines personnes mènent une vie qui n'est pas alignée avec ce qu'elles sont réellement. Et de fait, elles vont ressentir un manque, elles vont pas se sentir alignées, elles vont ressentir un espèce de mal-être diffus, un vide,
mais qu'elles ne parviennent même pas à identifier. Ou en tout cas, elles ne parviennent pas à en déterminer les causes profondes. Et parfois, même si on fait un travail psychologique, on ne pense même pas à creuser de ce côté-là. Pour ceux qui sont allés voir un psy pour des problèmes divers et variés, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de psy qui est un petit peu orienté pour explorer ce problème identitaire et pour vérifier, enfin valider ou invalider le fait que peut-être vos problèmes, le vide, la dépression, je ne sais pas, peut-être que ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas pensé effectivement à aller vérifier de ce côté-là, en fait, vos problèmes identitaires. Est-ce qu'ils ont été résolus ? Et on peut ressentir, même si tout va bien, je pense, dans nos vies, cette espèce de vide, cette notion de désalignement. Et ce qui peut être d'ailleurs d'autant plus déstabilisant. Tout va bien, et puis on va se rendre compte qu'il manque un truc. On se dit qu'on a tout pour être heureux, mais pourtant il y a un vide qui subsiste, on ne sait pas pourquoi. Mais maintenant, vous avez peut-être une piste à creuser si vous êtes dans ce cas-là. Et donc, comme je vous disais, moi, l'événement déclencheur, ça a été donc le décès de mon père, il y a une quinzaine d'années, que j'ai pris, et c'est là que j'ai pris une véritable claque identitaire qui m'a amené sur le chemin de cette reconquête identitaire, justement sur le chemin de la recherche de mes racines. Parce que quelque part, mon père, c'était un petit peu le trait d'union, le lien, en fait, avec la Tunisie. Bien sûr, j'avais ma mère encore, mais je ne saurais pas vous expliquer pourquoi j'avais l'impression que c'était mon père qui faisait le lien. Et donc, effectivement, là, j'ai ressenti une douleur qui était terrible, et c'est à l'occasion des allers-retours au bled pour régler diverses affaires que j'ai pris ça vraiment en pleine gueule. Il y avait, parce qu'on avait plusieurs affaires familiales en cours, en fait, des affaires à régler. Vous savez ce que c'est, à l'occasion d'un décès, il y a tout un tas de choses qu'il faut régler. Je parle de la construction de la maison familiale qui était en cours. Je parle donc des histoires d'héritage non réglées, des histoires anciennes de famille, mais il y avait même des histoires d'héritage qui étaient vieilles de plus de 40 ans. Donc imaginez, quoi. J'ai dû gérer ça parce que, effectivement, vous voyez comment c'était dans les anciennes générations. C'est pas ma mère qui s'occupait de ça. Et puis, quand mon père est décédé, c'était moi le premier qui était là, quoi. Hein. Donc, il fallait que je m'en occupe, quoi. Point final. Et le problème, tant que nos parents, nous, quand on rentrait au bled, en famille, l'été, on nous avait un petit peu volontairement, d'ailleurs, mis à l'écart de ces problèmes. C'était pour nous protéger, tout simplement, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on soit effectivement impliqués dans les problèmes de famille, dans les trucs et tout. Alors bien sûr, on entendait parler, ils ne nous cachaient rien, mais en fait, nous, tous ces sujets, pour nous, c'était un peu lointain, quoi. On ne se sentait pas trop concernés. Voilà, et donc quand moi, j'ai dû reprendre tout ça, j'ai pris une véritable claque culturelle, quoi, parce que je n'étais pas prêt. Parce que je n'avais pas forcément fait l'effort de m'intéresser à certains sujets, parce que je ne me sentais pas spécialement concerné, tout simplement. Je menais ma petite vie en France, je rentrais au bled pour les vacances, et finalement, quand j'étais là-bas, mon seul but, c'était d'en profiter un maximum, et basta. Et à ce moment-là, je me suis heurté aux énormes carences que j'avais accumulées au fil des années. Et la première d'entre elles, c'était la langue. Parce que même si je comprenais parfaitement, et en plus, il faut bien comprendre que moi, c'était ma langue maternelle, puisque je suis né en Tunisie, et effectivement, donc la première langue que j'ai parlée, c'est le tunisien, quoi. Et avec mes parents, à la maison, on parlait tunisien. Donc, à cette époque, donc, quand j'ai dû gérer les affaires familiales au décès de mon père, effectivement, je comprenais parfaitement, mais comme ça fait un moment que je faisais plus l'effort vraiment de communiquer en dialecte avec mes parents, forcément, par manque de pratique, au bout d'un certain temps, ça devient très compliqué, quoi. Puis j'ai été confronté à un tout autre tas de différences culturelles qu'on aura certainement l'occasion d'aborder dans les épisodes futurs, et auxquelles j'étais pas préparé, mais qu'il m'a fallu gérer, avec plus ou moins de réussite, d'ailleurs. Et avant ça, c'était pas que j'avais occulté mes origines. La Tunisie a toujours été en moi en toile de fond, d'autant plus que je suis personnellement particulièrement fier de mes origines. Mais les efforts qu'il fallait faire en France pour gérer le quotidien, pour progresser dans la vie, pour faire des études, pour trouver du travail, pour s'intégrer, etc., faisaient qu'inconsciemment, j'occultais un peu le côté tunisien de mon identité. Enfin, en tout cas, petit à petit, j'ai fini par occulter un petit peu mon identité tunisienne. Parce que j'évoluais dans un environnement, une culture qui était très éloignée de tout ça.
D'autant plus que moi, personnellement, j'ai grandi dans un village de 1500 habitants, totalement isolé. On était la seule famille maghrébine du village, quoi. Donc, si vous voulez, je n'avais pas en fait ce pouvoir de la communauté maghrébine qu'on peut retrouver dans les grandes villes. Moi, j'ai grandi, il n'y avait que des Européens, il n'y avait que des Français autour de moi. Et donc, par souci d'adaptation, et ça a été totalement inconscient, je me suis un peu éloigné de mon identité profonde, de mon identité tunisienne. Et donc, dans les années qui ont suivi ma confrontation brutale avec ma tunisianité, j'ai commencé à me questionner sur les fondements même de mon identité. Alors, j'appelle ça, moi, une crise identitaire, mais en réalité, c'était surtout un besoin quasi viscéral de me reconnecter à mes origines. Donc, cette crise n'était pas vraiment dans le questionnement comme certains peuvent s'interroger, c'est-à-dire est-ce que je me sens plutôt français ou tunisien ? Moi, je me sentais mais 100% tunisien. Autant j'avais pas de soucis avec mon côté français, mais je me sentais 100% tunisien. Moi, mon questionnement, c'était surtout comment me réapproprier mes racines ? Comment reconstruire ma tunisianité alors que je l'avais plus ou moins enfouie, quoi. En réalité, je pense que je vivais une énorme frustration que je ne savais même pas vraiment comment gérer. Et c'est de cette frustration qu'est née l'envie, l'idée, le besoin de ce podcast. Parce que c'est depuis ce moment-là que je m'interroge et j'ai jamais su comment vraiment l'évacuer. Alors si je l'ai évacué à travers l'écriture d'articles, à travers pas mal de choses, mais je l'ai gardé. C'était pas encore suffisant. J'avais ce besoin d'en parler. Et donc la création de ce podcast finalement fait partie de mon cheminement. Parce que, effectivement, si d'autres personnes sont dans le même cheminement, si d'autres personnes ont besoin de se reconnecter à leurs racines tunisiennes, eh ben j'espère pouvoir leur faire profiter de mon expérience. Et pourquoi pas, effectivement, le but, c'est d'avoir une communauté. Le but, c'est de se retrouver, de parler entre nous de nos problèmes, de se dire comment on peut se reconnecter, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour fédérer une communauté. Mon but, c'est qu'effectivement, on arrête de se sentir seul dans nos questionnements. Et qu'on crée ensemble une sorte de cartographie de cette identité qui est quand même particulière. Vous voyez, c'est un média que j'aurais voulu avoir quand je m'interrogeais, quand j'étais en pleine confusion. J'ai géré ça seul dans mon coin, mais j'aurais tellement aimé pouvoir m'appuyer sur une communauté. Et j'espère très sincèrement que ce média et la communauté qui va en découler pourra être une aide précieuse pour toutes celles et ceux qui traversent le même questionnement. En tout cas, c'est vraiment le but de ce podcast et c'est pour ça que je le crée. Donc, tout ce que je peux vous proposer, c'est que sur cette communauté, on avance ensemble, on s'interroge, on aborde tous les sujets sans tabou, ensemble. J'espère, je fais le vœu pieux que ce soit une communauté active, participative, qu'on puisse échanger sur tous les sujets, qu'on puisse avancer ensemble, s'entraider et justement cheminer ensemble vers la reconnexion à nos racines, vers la reconnexion à la Tunisie. Parce que quelque part, ce que je veux, c'est que tout ça soit quelque chose de festif, de joyeux. Soyons clairs, on n'est pas là pour s'emmerder, quoi. On n'est pas là pour parler que de psychologie. Notre but, clairement, c'est de nous reconnecter à la Tunisie à travers tous les moyens possibles. L'idée, c'est qu'on ait une vraie communauté. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. J'espère que ça a pu poser les bases de ce que je voulais qu'on crée ensemble. Je vous invite sincèrement à vous abonner, à partager ce podcast pour qu'on soit le plus nombreux possible et puis pour que ça m'encourage à continuer. Je vais vous mettre le lien vers l'inscription à la newsletter. Quand je parle de newsletter, c'est au sein de la communauté, je souhaiterais qu'on puisse créer des événements un petit peu privés. Et pour ces événements, je ne vais pas communiquer sur les réseaux sociaux ou autres. Pour les événements privés qu'on va faire ensemble au sein de la communauté, je vais communiquer par mail. Donc je vous invite à vous inscrire, à laisser votre adresse mail. Comme ça, je pourrai vous contacter directement et vous serez au courant de tous les événements qu'on va organiser. Mon vœu le plus cher, c'est qu'on puisse créer des vrais événements festifs, ou autres d'ailleurs, ou culturels, et qu'on puisse se rencontrer dans la vraie vie, pour fédérer une communauté réelle. On va essayer de ne pas rester que dans le virtuel.
Donc je vous invite à vous inscrire, à laisser votre adresse mail. Je vais vous laisser le lien dans la description de ce podcast. Et voilà, je vous invite également à vous abonner, à en parler autour de vous, qu'on soit le plus nombreux possible. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!